Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Narius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Hunter, leader et coach chez Esquadedu. Stéphane Hunter, bienvenue à Tout le monde est un leader. Merci Marius, merci tellement de l'invitation. Yes. Vraiment content d'être là. Hey, c'est tout naturel. Comment ça va? Dur à battre. Dur à battre? Oh, et dur à battre. En ce moment, tout ce qu'on fait, où est-ce qu'on est rendu, je capote. C'est de toute beauté. Je te comprends tellement. Ouais. Je partage ton émotion. Écoute, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, puis on va avoir la chance de peut-être de parler un petit peu de notre évolution, mais pour les gens peut-être qui te connaissent moins ou qui nous ont jamais rencontrés, c'est qui ça, Stéphane Hunter? Ben, je dirais, premièrement, Stéphane, c'est un passionné de la vie. OK? Passionné de la vie dans son ensemble. Ouais. Je suis un passionné de l'apprentissage. J'aime ça, apprendre le plus d'affaires possible sur le plus de sujets possible. OK. Je suis un gars qui capote ses moteurs. Maudit que j'aime tout ce qui a un moteur. Ouais. Tu sais, un vrai gars. Ouais. Je suis un passionné de mécanique. Je suis un passionné de technologie. Tu sais, où est-ce qu'on est rendu dans la vie présentement avec tous les défis qui vont avec. J'aime vraiment ça. Par contre... Troubleshooting. Par contre, j'aurais peut-être aimé ça, naître dans les années 70 ou 60 pour avoir des muscle cars et autres. Mais ça, c'est un autre sujet. T'aimes les voitures, t'aimes les moteurs. Oui. T'aimes le fonctionnement des choses. Oui. Dans ta croissance personnelle et maintenant professionnelle, tu t'es spécialisé en physique en début de carrière. Peux-tu nous parler un petit peu de ce bout-là? Bien, j'ai... tu sais, toujours pour aussi répondre à la question « Qui est Stéphane? » Qui est Stéphane Hunter? Moi, j'ai étudié en physique. OK. Je suis sorti de l'école, puis j'ai eu la chance d'avoir un poste comme prof dans une école secondaire spécialisée ou spéciale un peu à Montréal, dans le quartier Huntsic. C'est une école, entre autres, qui faisait du rattrapage et s'il y avait des jeunes qui voulaient s'avancer pour, mettons, que tu peux pas choisir les options particulières que tu as besoin, tu peux suivre des cours d'avance. OK. Donc, j'étais enseignant non qualifié de physique de secondaire 4 et secondaire 5. Donc, tu étais en apprentissage. J'étais en apprentissage, malgré mon background en physique, parce que j'étudiais là-dedans, ça allait bien, mais disons que la pédagogie, ça, c'était un autre game. Oui, absolument. Mais on apprend sur le tas. Puis, quand j'ai gradué, puis je suis tombé officiellement sur le marché du travail après mes études, j'ai suivi les pas de mon père, en fait, un peu. J'ai laissé de côté l'enseignement, puis je suis allé travailler en mécanique industrielle. OK. Comme formateur industriel, et je faisais de la conception, je faisais de l'appui du support technique, mais aussi beaucoup de formation. OK. Puis mon territoire d'action, disons, c'était de Kingston en Ontario jusqu'à Saint-Jean-Terre-Neuve. Fait que je me suis promené un petit peu dans ce territoire-là pendant une dizaine d'années. Vive le service au volant. Oh yes. J'ai développé des techniques avec ma main pour tenir un Big Mac. C'est impressionnant. Non, mais sans farce, je me suis promené beaucoup. Puis j'ai rencontré toutes sortes de gens. Puis ça m'a aidé à vraiment me forger ou forger la personne que je suis rendu aujourd'hui. Oui. Parce que, tu sais, quand tu arrives dans une usine où tu as, par exemple, 5-6 personnes à qui tu t'en viens donner une formation sur un convoyeur, par exemple, ils ont en moyenne 55 à 60 ans. Moi, j'arrive là, j'ai 23, 24 ans, 25 ans. Puis je me fais regarder avec des yeux en me faisant dire « Qu'est-ce que tu fais ici, le jeune? Tu penses-tu que tu vas nous montrer quelque chose le matin? Oui. » Et je dois passer 6 heures avec eux autres en formation pour la journée. Donc ça... avec un nom verbal accueillant. Oh, oui, super accueillant. C'est vraiment, tu sais, généralement, on a tous vraiment le goût d'être là, tu sais. Oui. Fait que ça m'a aidé beaucoup à forger la personne que je suis, de vivre ces expériences-là. Développer des stratégies, j'imagine, aussi, là. Quelques-unes. Oui. Ce qu'on appelle l'andragogie, oui. enseigner à des adultes, Oui. que j'ai pu transférer beaucoup à la pédagogie par la suite quand j'enseignais aux élèves du secondaire, entre autres. Cela dit, en 2004, j'ai postulé à l'université. J'ai rencontré ma femme, Marie-André Ouimet, pour ceux qui la connaissent. Oui. J'ai rencontré ma femme. Elle était prof. Oui. Puis
j'avais eu mon expérience quelques années d'enseignement avant. Là, j'étais dans un autre monde, puis j'avais le goût. J'ai toujours eu ce goût-là de devenir enseignant. L'appel était là. Ah, tu sais, on dit que c'est une vocation, là. Oui. Je peux pas le dire mieux. L'appel était là. Donc, en 2005, j'ai fait une demande à l'Université d'Ottawa pour devenir prof, pour faire mon brevet d'enseignant. Puis, à la dernière minute, j'ai choqué. Je suis pas allé. J'ai eu une augmentation de salaire dans le même moment. Puis là, j'étais comme, j'étais bien. La vie t'a envoyé un test. Veux-tu vraiment faire ça? Ouais, là, j'ai comme pris un petit break. Ouais. Puis, j'ai continué dans ce monde-là de la mécanique industrielle pendant quelques années. Puis, en 2010, j'ai lu la biographie de Steve Jobs. Oh! Puis, j'ai lu ce livre de 600 quelques pages. Ça m'a pris à peine 3 jours. Je l'ai mangé d'un couvert à l'autre. Puis, je me suis levé ce matin-là, puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit là, c'est fait. Je m'en vais à l'université, je lâche tout, puis je m'en vais faire je m'en vais répondre à mon appel de je veux devenir enseignant. Ce que j'ai fait dès cet été-là, j'ai lâché ma job avec les super conditions de travail que j'avais, parce que j'avais un excellent emploi. Oui. Puis, j'ai décidé. Tu avais des raisons de rester là, côté sécurité, mais tu sentais le besoin de relever un challenge, puis la petite voix qui dit « Hey, il y a d'autres choses. » Exactement. Puis, je l'ai fait. Je suis retourné à l'université, tout lâché. Puis, pour continuer dans mon amour de la mécanique, pendant que j'étais à l'université, je conduisais des tracteurs pour faire du déneigement. L'hiver, la nuit, j'allais à l'école. En tout cas, je me suis beaucoup amusé. Par contre, mais j'ai réussi ou relevé le défi d'avoir un diplôme puis d'avoir ma carte de compétence de prof EAO, enseignant agréé de l'Ontario. Vraiment fier de m'être rendu là. J'aurais jamais pensé. Ouais. Puis voilà, j'ai commencé à enseigner. Dès la sortie de l'université, même avant que j'aille terminer, j'avais un poste de suppléance long terme à Cornwall. Puis ensuite de ça, aussitôt que j'ai terminé, j'ai eu un poste à temps plein. J'ai travaillé au secondaire. Je suis aussi allé travailler aux adultes. Okay. J'ai été conseiller pédagogique pour les élèves en difficulté. Puis en tout cas, il y a eu plein d'opportunités qui se sont présentées, que j'ai saisies. Parce que je suis un peu de même. Quand il y a des opportunités, je m'organise pour que ça marche. Ouais. Puis, on est rendu où on est rendu avec Escouade Edu et très fier d'où on en est. Absolument. Quelle fierté. Puis, on répond à la question, Stéphane Hunter, qui tu es? Je sens que derrière cette évolution-là, il y a comme une posture. Moi, en tout cas, les gens qui ne te connaissent pas, 6 pieds 6, 142 kilos. On a bien dit kilos. C'est rare les personnes qui sont plus grandes ou plus corpulentes que moi. J'ai un gros gabarit, moi aussi, sauf quand je suis avec toi. Ouais. Puis, la première chose qui m'a frappé quand je t'ai vu, c'est le gabarit, mais à force de te côtoyer, parce qu'on a le premier projet sur lequel on a travaillé ensemble, c'est quand j'étais directeur adjoint à l'école secondaire de Hawkesbury. Projet 1 pour 1 pour les élèves, avec des Chromebooks. Ouais. On voulait faire des capsules vidéo pour informer les parents. C'est quoi ça, un Chromebook? On va faire quoi avec ça? Qu'est-ce qui change au niveau de la pédagogie? Puis ce qui me frappait à ce moment-là, c'était ta posture. Posture de « Hey, on va trouver des solutions. Hey, on va trouver des solutions uniques à des besoins uniques. » Et puis, j'imagine que ça vient de quelque part, ça. Es-tu capable de remonter dans ton vécu en mécanique industrielle ou où tu as forgé ça, cette identité-là? Ça vient d'où, cette posture-là? Bien, si je recule la cassette un peu, oui. Par rapport à cette approche au niveau de la vidéo en particulier, oui. Je travaillais en mécanique industrielle. On est en 2004. Je suis chez un client. Okay. Puis le client me dit « Hey, il faisait eux autres, ils construisaient des machines pour tester des cadres de vélo. Okay. Puis ils faisaient... eux autres, il y avait des représentants des ventes, puis ils voulaient un outil pour pouvoir présenter cette machine-là aux manufacturiers de cadres de vélo. Puis une des stratégies qu'ils ont décidé d'utiliser, c'est faire une vidéo corporative pour montrer ça. Puis il me demande, il dit « Hey, tu connais-tu quelqu'un qui ferait une vidéo corpo? » Puis je dis « Ben oui, moi. » Fait que... il dit « Ah ouais, ça t'intéresse. 2004. Ça t'intéresse, oui. Comme signe le contrat, toute la patente, tout est beau. Là, je m'en retourne dans mon auto. C'était une Sebring à ce moment-là. Je m'assis dans l'auto, puis les genoux commencent à me shaker un peu parce que, de un, j'ai jamais fait ça de ma vie.
J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de logiciel de montage vidéo, j'ai pas de caméra, j'ai rien. J'ai jamais fait ça. Mais tu vas faire une vidéo corpo. Mais je vais faire une vidéo corpo, puis j'ai le contrat, puis il faut que je livre. Pas de pression. Au même moment, j'habite avec le gars qui est l'autre bord du rideau actuellement, qui aiguille les caméras et qui s'occupe du son. Éric Tessier, j'habite avec lui, on est coloc. Puis lui, c'est un ingénieur de son professionnel. Puis il opère le son, puis il fait ça. Puis la musique, ça m'intéresse beaucoup. Mais on s'est dit, ensemble, on pourrait faire, moi, je m'occupe de la vidéo, toi, tu t'occupes du son, puis on pourrait faire une méchante équipe, ça pourrait être le fun. Mm-hmm. Les choses se passent, j'achète l'ordi, je fais ça, je fais le montage, ça marche bien, je mets à peu près 100 heures de montage sur une vidéo d'1 minute, comme ça n'avait pas de maudit bon sens. Je regarde ça aujourd'hui et c'est tellement mauvais. Mais c'est pas grave, tu sais. J'ai appris, j'ai développé des compétences, puis on est rendu où on est rendu, puis 17-18 ans plus tard, je continue à être passionné de la vidéo. Ouais. Mon point pour répondre à ta question, dans ma tête, il y en a tout le temps des solutions. Mm-hmm. Puis, dès mon jeune âge, quand j'étais au secondaire, quand j'étais plus vieux, au collège et à l'université et dans ma vie professionnelle, j'ai souvent été mis dans une position où je devais développer des solutions rapidement. Entre autres parce que je travaillais souvent avec des gens beaucoup plus vieux que moi. OK. Il fallait que j'innove. Il fallait vraiment que j'arrive avec une façon de voir les choses que le monde puisse considérer, même de m'écouter. Parce que j'étais pas dans... Bien souvent, je n'étais pas du tout dans le game à cause de mon jeune âge. Puis du fait que je n'avais pas de crédibilité. Donc, bâtir cette crédibilité-là, il a fallu que je me développe des stratégies vraiment jeunes pour y arriver. Puis tu n'avais pas 6 mois pour développer ça. Là. Non, je suis là aujourd'hui, comment j'obtiens l'attention, puis que les gens considèrent les idées que j'ai offrées. Exactement. Ouais. Ça a été souvent un défi. L'autre approche de ça, c'est que comme j'ai dit tantôt, je suivais les traces de mon père un peu dans ce domaine-là, de la mécanique industrielle. Donc, j'étais souvent le fils de Pierre, puis pas Stéphane. Tu sais. Ouais. Ah, t'es le gars à Pierre. Ouais, mais... Pas d'identité encore. Je suis Stéphane. Fait que j'ai dû m'adapter dans tellement de situations, dans plein de cas, pour développer ça, justement. Chez Squad Leader, on dit que tout le monde est un leader. On croit fermement que les gens sont en mesure d'avoir un impact positif. Ouais. Puis quand on est formateur ou quand on accompagne ou si on œuvre en éducation, notre présence devrait contribuer au développement des gens autour de nous. Est-ce que ça a toujours fait partie de ton approche, ça, l'idée d'aider les autres? Parce que, tu sais, tu parles de faire de la vidéo, tu parles d'aimer les moteurs, tu as un F-150. Ouais. Tu l'offres à quiconque en a besoin. Ouais. As-tu besoin d'aide, besoin d'un coup de main? Ça fait partie de ta nature. Ouais. Comment tu t'es rendu là? On parle de l'identité, puis de peut-être l'approche en leadership qu'on va transférer, mais ça vient de quelque part, ça. Ça tombe pas du ciel, une approche comme ça. Oui. Quand j'étais vraiment jeune, fin primaire, début secondaire, j'ai toujours été, sans prétention, brillant. J'ai toujours été... non, mais j'étais bon à l'école. Mais j'étais différent dans toutes les sphères. J'étais différent parce que j'étais bon à l'école, meilleur que la majorité des gens dans la partie académique. Quand j'ai commencé à faire des sports de contact et autres, mon gabarit faisait en sorte que je me débrouillais pas pire. J'étais plus grand que tout le monde, plus fort que tout le monde à l'école. J'étais dans une grosse école, mais j'ai tout le temps été à part. Ça a fait en sorte que j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune. À un point qu'aujourd'hui, je réfléchis à ça. Puis... Les gens ne penseraient pas ça naturellement. Dis un gars brillant, corpulent, fort, mais c'est toi qui recevais ça. Oui, j'avais donc peur de leur faire mal. Ben oui. Non, mais c'était ça. C'est légitime. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, sans trop m'en rendre compte, j'ai développé une personnalité à cause de ça qui n'était pas super positive. On parle de secondaire 2, mettons, secondaire 3 dans ce coin-là. Je sentais et j'exprimais beaucoup de mépris envers les gens. Puis sans... Comment je dirais ça? Tu étais en train de définir qui tu étais. Tu essayais peut-être cette identité-là pour voir si ça marche-tu? Oui, mais ça marchait pas. Puis à un moment donné, le point tournant dans ça, c'est un commentaire que mon frère m'a fait. Puis mon frère il m'a dit,
là, il dit, il va falloir que tu commences à travailler sur ton intelligence émotionnelle. Là, j'étais comme, hey, toi, mon Ouais. petit frère, tu sais. Ouais. Mais quelqu'un de confiance dans mon entourage qui me dit ça directement comme ça, à ce jour, ça me trotte dans la tête. Puis j'ai décidé de changer juste ma trajectoire à ce moment-là. Tu sais, j'ai dit, je vais arrêter de me concentrer sur mon nombril, puis je vais regarder plus ce qui se passe autour de moi. Essayer d'avoir plus d'empathie, essayer de voir plus pourquoi que les gens, des fois, pensent comme ils pensent, pourquoi qu'ils réagissent comme ils réagissent. Tu sais. Ouais. Moi, dans ma tête, j'ai ma logique à moi, puis on a tous un peu notre logique, tu sais, dans la vie. Mais j'ai commencé à ce moment-là, secondaire 3 à peu près, de vraiment voir la position de l'autre ou la perception de l'autre. Puis tu le dis souvent dans des conférences ou dans des interventions que tu fais, quand on change de trajectoire, ça demande pas grand-chose. Hein? On fait juste tourner sur place, mais on vise un endroit différent. Ouais. Mais quand tu marches dans cette direction-là, qui est une nouvelle direction pendant 25-30 ans, Ouais. tu es rendu vraiment ailleurs qu'où tu étais si tu avais continué dans la même trajectoire qu'auparavant. Absolument. Donc, secondaire 3 à peu près, j'ai vraiment changé ma façon de voir la vie, quelque part. Ouais. Puis ça m'a aidé à plein de niveaux. J'ai réussi à prendre ma place au secondaire vraiment différemment. Je suis devenu... je jouais de la musique. Je suis devenu le drummer de l'harmonie. Tu sais, des drummers, il n'y en a pas 26, il y en a un. C'était moi qui drummais. J'en parle dans mes conférences aussi. Quand je fais des conférences aux élèves, j'en parle de prendre sa place sans nécessairement voler la place de quelqu'un d'autre. Exactement. Puis à partir de secondaire 3, j'ai vraiment commencé à prendre ma place dans la vie. Puis je pense que cette trajectoire-là, de considérer l'autre personne, de vraiment être plus empathique, et ça fait que je suis rendu où je suis rendu aujourd'hui, avec les 10 ans que j'ai vécu en mécanique industrielle, à me forger une place parmi des adultes qui sont compétents plus que moi. Comme tout le mix de ça fait en sorte que quand je suis arrivé comme enseignant, j'avais un bagage de stratégie, mon approche est vraiment différente, si je peux me permettre, du commun des mortels en éducation. Donc ça, on veut exporter la stratégie pour que les gens puissent la réutiliser, par exemple. On pourrait se dire que le changement que tu as décidé d'opérer, c'est un changement de posture en secondaire 2-3. Tu es tout jeune, tu es en train de forger ton identité. Puis toi, ce que tu nous dis, c'est que plutôt que de voir la vie à partir de ton point de vue, tu t'es dit, si je regardais la vie du point de vue de l'autre pour essayer de comprendre ça, puis ça a été payant pour toi, point de vue des portes que ça t'a ouvertes, des occasions que tu as pu saisir, puis tu as choisi de conserver cette approche-là, parce que quand on s'est rencontrés, dans les premières fois, c'est autour de ça, le 2010-12, dans ce coin-là. On a travaillé ensemble, en 2013 peut-être. Puis moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux le plus, c'était cette approche-là, la posture. Puis je me dis toujours, ça tombe pas du ciel. Moi, je pose beaucoup de questions à tout le monde que je rencontre. Moi, je veux savoir comment tu t'es rendu là, à quoi tu penses avant d'agir, parce que c'est là le bijou, c'est pas juste l'action, c'est ça vient d'où, puis comment on peut l'exporter à plus grande échelle. Parce que présentement, en éducation, je pense que une des choses les plus importantes, c'est la posture. On travaille là-dessus, tout le monde travaille là-dessus, puis... Tellement d'accord. Il n'y a pas de recette magique. Non, puis tu parles de recettes... Deux choses. La première, tu sais, dans mon approche, comme je te disais, je suis un gars un peu laid-back. Tu sais, j'essaie d'être le plus accessible possible, le plus ouvert possible. Puis mon frère, il a 25 ans, m'a dit « place ta vie ». Puis il y a à peine quelques mois ou quelques semaines, on vivait, parce que, tu sais, on s'entend que la période actuelle est un peu stressante là, dans la vie en général. Pour tout le monde. Puis mon approche, c'est un petit peu dégradée, plus personnellement que professionnellement, mais... Ça a été mis à l'épreuve. Oui, ça a été mis à l'épreuve, puis on a parti toutes sortes de choses, puis je vivais des stress, puis mon ami qui est assis là au bord du rideau, Eric, à un moment donné, m'a regardé, puis dit « Hey, là, il dit, place ta vie, le gros, parce que t'es plus toi-même, tu sais, tu réagis pas comme Stéphane Hunter réagit d'habitude, t'es en train de... Comme le stress ou c'était pas... En tout cas, je vais dire le stress, c'était peut-être pas ça exactement, mais l'ensemble de l'œuvre agit un peu sur toi, puis tu... Nos émotions nous affectent. Exactement. Donc, mon point là-dedans, c'est d'avoir des gens autour de soi qui, des fois, nous ramènent sur la bonne track, puis nous replacent un peu la vie, parce que des fois,
on avance, puis on se regarde pas tout le temps, hein, puis on voit pas toujours exactement où on s'en va. On a des angles morts, c'est sûr. Puis d'avoir des gens de confiance autour de nous. Ouais. Moi, j'ai des bons amis, j'ai un bon coach, j'ai des gens autour de moi qui m'aident à me placer des fois. Tu sais. Ouais. Puis donc ça, c'est une chose. Donc la posture. La posture, super, super important. L'environnement, les gens autour de nous qui nous soutiennent là-dedans. Puis on parlait de recettes. Oui. Ma femme, Marie-André, m'a dit « Hey, j'aimerais ça qu'on écoute une émission ensemble parce que c'est tout le temps un défi le soir. Moi, j'aime les émissions, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais un vrai gars, là. Les émissions de camions, les émissions avec des guns puis des chars, puis en tout cas, elle aime les petits films de filles. Super stéréotype, mais c'est vraiment ça que c'est. Fait qu'on essaie de se trouver un terrain neutre quand on soupe ou quand on regarde la télé ensemble. Fait qu'elle m'a dit « Hey, j'ai le goût d'écouter ça, Chef's Table Barbecue. » Chef's Table Barbecue. Sur Netflix. Sur Netflix. Oui, un must. Oui, définitivement. Il y a juste 4 épisodes, mais c'est vraiment un must. Ouais. Puis, on parle de recettes, hein? Ouais. On parle d'environnement. Mm-hmm. Épisode 2 de cette série-là, le gars, il est réputé pour avoir le meilleur steak au monde, ou en tout cas, un des meilleurs steaks au monde. Puis, lui, il dit, je vais vous la donner, ma recette. Puis, je vais le dire en anglais. Il dit, it takes a steak, salt and skill. Point. On parle de développer des compétences, on parle de recettes en éducation, c'est des mots qui reviennent constamment. Ouais. Mais le gars qui a j'aime le parallèle. Tu sais, le gars qui a le meilleur steak au monde dit ça prend juste un bon steak, un peu d'assaisonnement, mais pas compliqué, pas une recette à pu finir, mais ce qu'il faut vraiment, c'est développer. C'est quand même assez simple. C'est assez simple. Ouais. Mais ce qu'il faut développer, c'est les compétences qui vont avec, Ouais. les skills. Alors, quand tu développes ça, tu es en mesure, avec la recette la plus simple au monde, d'avoir le meilleur résultat au monde. Ça m'a vraiment frappé. Puis je pense qu'en éducation, on est beaucoup, beaucoup à la recherche de recettes magiques. Il n'y en a pas de recettes magiques. La recette, c'est la personne qu'on est, avec les personnes avec qui on est, puis les compétences qu'on développe pour les amener ailleurs. Puis on parle de leadership, on parle d'enseignement. On ramène toujours ça à l'humain. Puis la connexion qu'on a avec les gens en avant de nous. Puis c'est ça la clé du succès, dans ma tête. Absolument. L'effet enseignant, l'effet de l'approche, la posture qu'on a, l'effet des stratégies qu'on choisit d'utiliser. Tout est déjà dans nos écoles. Oui. Pour faire ce qu'on veut faire dans nos écoles, tout est déjà là. C'est d'amener les gens peut-être à prendre conscience de leurs recettes, d'être capable de mettre des mots, parce que si on a des mots à mettre sur notre recette, on peut en parler. Si on peut en parler, on peut l'enseigner, on peut l'exporter. Ouais. On peut se nourrir, comme tu disais, tu parlais d'environnement, entre collègues, de se partager nos stratégies. Donc, on a commencé à travailler ensemble il y a quelques années. On a décidé de fonder Squad Edu pour amener peut-être les gens à voir l'impact que le leadership peut avoir dans leur environnement. Ouais. Le coaching, à quel moment on amène ça. Peux-tu nous parler peut-être des expériences en coaching? Puis le lien peut-être avec ton steak, salt and skill. Puis dans le fond, tu parlais d'identité tantôt. Tu as forgé ton identité. Ouais. On le fait chacun de notre côté, dans notre parcours qui est très personnel et unique. Ouais. Mais je sens qu'avec Squad Edu, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne beaucoup les gens. On a l'approche de coaching. On aide, je pense, jusqu'à un certain point, les gens à forger leur identité professionnelle, à trouver leurs recettes. Puis tu as peut-être des expériences vécues justement en coaching que tu pourrais dont tu pourrais nous parler, là. Oui. Un des plus grands défis, je crois, des gens que je côtoie quand je les coach, quand je les accompagne, quand je les amène à voir leur pratique différemment, puis amener leur pratique à un autre niveau, c'est le plus grand défi, c'est la confiance en eux. Okay. Les gens ont souvent pas l'impression qu'ils sont capables de faire ou capables d'évoluer. C'est vrai, ça. On parle souvent de la mentalité de croissance chez Squad Edu, puis on regarde les travaux de Carol Dweck, puis on regarde sa définition de la mentalité de croissance. Mais moi, ce qui me frappe dans sa définition, c'est la relation qu'on a avec l'effort, puis la relation qu'on a avec l'erreur. Si cette relation personnelle, dans le fond de nous, est positive, puis on accueille l'erreur et l'effort comme étant positif, ça va bien aller, puis on va grandir, puis on va développer ou on va opter ou adopter cette mentalité de croissance-là. Mais ce que je remarque souvent chez la majorité des gens, puis c'est un réflexe humain, je pense, qui
qui est très présent dans chacun de nous. Quand on fait des efforts, dans notre tête, c'est qu'on n'est pas bon. Mm-hmm. Mais c'est parce que Si c'est trop difficile, ça doit être un signe qu'on ne l'a pas. Oui. Puis ça, là, en éducation, je le vois énormément chez les gens qui veulent avancer, mais qui se mettent eux-mêmes des bâtons dans les roues dans leur propre croissance. Puis quand j'arrive à ouvrir cette petite porte-là en faisant en vivant des petits succès, aussitôt qu'il y a une petite lueur d'espoir de dire « Hey, je suis capable de faire autrement. Je suis capable d'aller ailleurs. Je suis capable de changer ma pratique. Je suis capable d'intégrer telle petite chose dans ma pratique. » Aussitôt que la porte, elle ouvre, c'est fait. On est correct. Ouais. Faut sauter dans la porte ouverte puis défoncer. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'aussitôt que quelqu'un a l'impression qu'il est capable de le faire, tout change. Absolument. Puis, ce qui est implicite dans ce que tu dis et qui est comme vraiment important, c'est que le rôle du coach, c'est d'amener l'autre à voir à quel point il est capable. Oui. C'est pas d'arriver là puis de montrer à quel point le coach il est capable. Non. C'est facile à dire. Quand on est désireux d'avoir un impact chez les gens qu'on accompagne, il y a des pièges qu'il faut éviter. Il y a une approche à adopter. Puis des fois, c'est pas juste dans ce qu'on fait, c'est aussi dans ce qu'on fait pas. Je ne sais pas si tu as des choses à nous partager dans ton approche, parce que tu dis toujours tout est dans l'approche. Ouais. Comment on s'y prend, justement, comme coach, parce qu'il y a peut-être des conseillers pédagogiques qui nous regardent, puis même les enseignants avec leurs élèves, tu sais, si on veut développer ça. Il y a des choses qui s'appliquent à tous les niveaux, là. Je pense que la première étape de l'approche, c'est de reconnaître l'autre personne. OK. Reconnaître le point de départ, reconnaître où on est, pour mieux aller à partir de là. OK. Il n'y a rien, je pense, c'est très personnel, là, c'est mon approche à moi. Il n'y a rien de pire que d'arriver en quelque part puis de dire « Moi, j'ai la solution, ôtez-vous, vous allez voir, ça va bien aller, c'est facile, check bien ça. » Ça, t'es mort en partant. Ouais. Même si c'est aussi simple que de peser power sur un ordinateur quand tu accompagnes quelqu'un en techno. Son point de départ, il n'est pas là. Il y a des évidences à l'intérieur de nous qui font comme « Voyons, pèse power, là, va cliquer là, puis let's go. » Quand on part pas à la même place que la personne qu'on accompagne, on est fait, on se discrédite, c'est fini, direct en partant. Ouais. Alors, on se disqualifie comme accompagnateur. Oui, exactement. Ouais. Puis moi, ce que j'aime dire quand je fais du coaching, c'est quand j'ai fini une session de coaching, mon but ultime, c'est pas que la personne dise « Wow, Stéphane, t'es donc bien bon ». C'est « Wow, hey, je suis capable ». Que la personne puisse se dire « Hey, je suis capable. Hey, je suis capable de faire ça, moi. Let's go, on y va. » Si ça passe par une formation, si ça passe par un partage d'expérience ou vraiment du coaching où est-ce qu'on pose des bonnes questions puis on utilise vraiment l'approche de coaching, l'important, c'est que le sentiment d'efficacité personnelle, le sentiment de capacité de la personne soit au maximum. Puis ça, c'est souvent un grand défi. Parce que l'idée, c'est qu'après que le coach s'en va, c'est que ça se poursuive. On vise l'autonomie. On ne veut pas créer une dépendance pour le coach. On veut que il n'y a rien qui rend plus heureux, en tout cas, de mon point de vue personnel, que quand on sent qu'on est capable de faire les choses sans avoir besoin d'aide. L'aide est censée être là temporairement. Oui. Il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui vient de dire, puis je suis sûr que tout le monde qui nous écoute ont déjà vécu ça, rien de mieux que quelqu'un qui vient te voir puis qui dit « Hey, j'ai une question », puis il fait juste te regarder. Tu n'as pas dit un mot. Puis la personne te dit « Ah non, c'est beau, hey, comme je l'ai trouvé », puis elle se revire de bord, puis elle s'en va. Non, c'est correct, je l'ai. Ça, là, ça, il n'y a rien de mieux que ça dans la vie. Parce que quand ça vient de toi, puis que tu trouves tes propres réponses, premièrement, ça reste bien plus longtemps à l'intérieur de toi et l'influence que tu as comme coach ou comme leader est magique parce que c'est la transformation, c'est ça qu'on dit, la transformation devient permanente. Permanente. Les gens se rendent compte que les réponses, ils les portent en eux. Puis quand ils se mettent à regarder là, c'est extraordinaire ce qui se passe. Ça peut sonner bizarre, mais on est capable de faire ça en utilisant l'approche de coaching. Puis, comme je viens de le décrire, tout le monde a déjà vécu ça. Tu as de l'influence sur quelqu'un, tu n'as pas dit un mot. Ça, c'est magique. Chez Escouade et Dieu, on a des convictions profondes. Une de ces convictions-là, c'est que ce qu'on enseigne dans les formations,
on se dit qu'on doit le mettre en application. En d'autres mots, Ouais. en tout cas, moi, quand je suis parti à mon compte, quand je suis allé te voir la première fois, Steph, j'ai besoin d'un site web. Moi, je m'étais fait comme promesse. Je ne peux pas enseigner des choses que je n'ai pas faites ou que je ne suis pas en train d'appliquer activement. Puis, tu parlais de ta passion pour la vidéo, le Ouais. fonctionnement des choses, les moteurs. Quand on s'est rencontrés, on s'est comme dit « Hey, wow, on va retravailler ensemble ». On a décidé de fonder Squad Edu parce qu'on a des compétences complémentaires, des intérêts communs, Ouais. un amour commun pour l'autre, puis Ouais. l'éducation. Puis, en janvier dernier, j'étais en train de faire une analyse de nos activités, puis on s'en va où en 2020? Ça, c'était avant la pandémie, avant Ouais. qu'on se fasse tous ramasser par la Ah, nouvelle réalité. Puis je me remettais en question, OK, ça, on le fait-tu? Ça, est-ce quoi les dieux, est-ce qu'on fait ça? Puis une des diapos que je regardais, c'était une diapo en coaching qu'on présente souvent, qui est le rôle d'un coach, c'est d'identifier le talent, de positionner le talent, puis d'outiller le talent. Puis quand je suis arrivé au deuxième point, je me suis posé la question, est-ce quoi les dieux, on positionne ou on se positionne bien nos talents, en tout cas dans notre équipe, puis dans ce qu'on peut offrir aux gens. Puis là, je me suis rendu compte, à ce moment-là, je me souviens comme c'était hier, j'ai dit Stéphane Hunter, sa force en vidéo, puis tout ça, pourquoi on n'offrirait pas ça aux gens? Puis le 6 janvier, on a eu un meeting, puis on a décidé de fonder Esquad Edu Média. Peux-tu nous parler de ça? Bien, depuis, comme je le disais, 2004, mais depuis, je dirais, avec les années qui ont suivi, 5-6, quand j'ai rentré en éducation comme prof, j'ai toujours continué à faire ça, de la vidéo. Puis, tu l'as dit tantôt, un des points les plus importants pour moi, ou un des commentaires que je reçois qui me marque le plus quand je travaille avec les gens, c'est que les gens me disent « Maudit que c'est facile de travailler avec toi. À ce jour, j'ai fait des dizaines de vidéos corporatifs. J'ai fait beaucoup de vidéos en éducation. Puis la grande force de l'approche qu'on a, c'est qu'on est des pédagogues et producteurs vidéo et multimédia. Mais c'est l'expérience générale qu'on veut faire vivre aux gens. Puis je pense que c'est l'intention de communication. Oui. Exactement, oui. Puis je pense que c'est là qu'on se démarque. Puis c'est pour ça qu'on a créé Esquad Edu Média. C'est oui pour faire de la production, c'est correct, faire de la production. Il y a plein de monde qui font ça puis qui sont capables de le faire. Puis à la limite, je vais le dire, qui font mieux que moi. Mais ce que les gens n'ont pas nécessairement dans ce monde-là, c'est l'aspect pédagogique. Puis l'aspect, comment on formule le message pour qu'à l'écran, ça soit clair, ça passe bien, puis qu'au bout de la ligne, que nos intentions d'apprentissage ou de formation ou de communication soient vraiment bien répondues. Puis c'est là que notre force à nous, au niveau de la production, devient, je vais dire, avec sans prétention, là, mais avec toute la confiance que j'ai, qui devient pratiquement inégalée. Dans le sens où il n'y a personne que je connais. Mais c'est une offre unique. C'est ça. C'est une combinaison, en tout cas, une offre unique qu'on peut offrir. Puis je veux dire, on se servait de cette compétence-là que tu as technologique pour offrir nos formations, rendre nos services disponibles en ligne. Mais on s'est dit, pourquoi on n'offrirait pas ça aux gens qui veulent peut-être pas notre formation, mais qui veulent notre appui pour créer les leurs, puis peut-être offrir ce qu'il y a de mieux, parce que Esquad Edu, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut transformer l'éducation avec le leadership et le coaching, et puis pour rendre disponible au monde de l'éducation ce qui est possible comme expérience d'apprentissage en ligne, on s'est dit, on peut faire ça, puis on peut offrir ces services-là avec Esquad Edu Média. Donc, peux-tu nous parler des services? Parce qu'il y a 4 services distincts. Oui, exactement. Le premier service, c'est, puis vous le verrez sur le site web media.esquadedu.ca, ou en tout cas, il y a plusieurs façons de s'y rendre, là, mais le premier service, c'est de la production multimédia. Donc, vidéo, corpo, un enregistrement d'un podcast comme on fait en ce moment. Vous avez besoin d'un service de captation, de production. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Le deuxième service, c'est vraiment orienté vers la web diffusion. Depuis plusieurs années, on fait des webinaires avec... On a fait des webinaires avec le Cadre 21, on a fait des webinaires avec l'Université de Montréal, avec le ministère de l'Éducation du Québec. On a fait des webinaires dans le coin de Toronto avec des conseils scolaires. On a développé cette expertise-là pour faire vivre des communications à distance dans le monde de l'éducation de façon comme si les gens n'ont jamais vu cette façon-là. On essaie de vraiment augmenter la qualité et innover dans notre façon de le faire vivre. Exactement.
Donc, avec cette expérience-là qui a grandi, on s'est dit, on va l'offrir à plus grande échelle et offrir cette expertise-là à la fois pédagogique et technique. Donc, l'aspect web diffusion, c'est vraiment en direct sur Internet avec des participants ou pas. Tu sais, il y a plein de formats possibles, mais définitivement, ça, c'est le deuxième service. Donc, les gens font appel à Escouade du Média. Escouade du Média va appuyer côté technique, web diffusion, mais aussi va coacher au point de vue de l'animation. Exactement. Comment j'anime mon contenu en ligne, donc les stratégies d'animation en live, mais aussi dans la conception pédagogique de l'expérience d'apprentissage. Donc, c'est comme une combinaison de techno-pédagogie ou pédagogie numérique. C'est pratiquement ça, là. Exactement. On aide les gens avec le cadre, mais aussi à ce qu'il va y avoir derrière le cadre pour que ça donne l'impact souhaité. Oui, parce qu'il y a le contenu puis le contenant. Oui. Les deux sont super importants. Ouais. Souvent, en éducation, je vais dire qu'on délaisse le contenant. OK. Mais dans le monde numérique dans lequel on vit présentement, Ouais. le contenu perd beaucoup de valeur quand le contenant il va pas avec. Quand on ne l'appuie pas d'un contenant intéressant. Tu sais, on regarde les jeunes d'aujourd'hui qui sont sur Internet, qui voient des milliers de morceaux d'informations au quotidien pour attirer leur attention puis vraiment capter leur attention. Il faut se démarquer. Ouais. Donc, il faut se démarquer, puis aussi, les gens, une fois que tu as goûté à un bon steak, puis tu sais que ça existe, ben l'autre steak qui était peut-être moins relusé, il te tente moins. Tu sais. Donc, puis quand on regarde ce qui est possible en dehors du monde de l'éducation, comme on regarde les grands, là, Tony Robbins, Brendon Burchard, et tout ce qui est possible comme expérience d'apprentissage virtuel, depuis le début de la pandémie, ça a encore plus évolué. Une évolution extraordinaire. Mais quand on regarde ce qui est possible là, pourquoi on n'aurait pas ça en éducation? Quand c'est possible. Oui, puis c'est possible en éducation. C'est sûr que des fois, on est limité par plein de contraintes, dont les budgets, tout ça, mais c'est possible. C'est possible de s'y rendre. Si je reviens au service, le troisième service, c'est là que je pense, autant le service numéro 2 de la web diffusion, mais le numéro 3, c'est la production de cours en ligne et de services clés en main de cours en ligne. Okay. Tu veux te faire un cours en ligne, tu as besoin de produire les capsules, oui, mais orienter toute la pédagogie derrière comment transmettre l'information de façon... comment morceler le cours, comment le livrer, comment l'héberger. Tout ça. Et la plateforme d'hébergement, on a une belle plateforme d'hébergement. Absolument. Donc, on peut offrir un service de formation, de cours en ligne ou de formation en ligne, clé en main pour les gens. Donc, on arrive avec au même titre que les webinaires, on arrive avec notre régie mobile. Donc, on a tout ce qu'il faut, éclairage, caméra et autres, pour créer cet environnement-là chez vous. Ou on a un studio ici, on est en train de... On est en plein là. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez notre studio. Donc, on a plusieurs possibilités à ce niveau-là pour amener ce que les gens veulent partager à un autre niveau. OK. Puis, évidemment, le dernier service, c'est plus au niveau de la captation d'événements. OK. Donc, un congrès, par exemple. Tu sais, on a vécu des congrès. Oui. On a tous vécu différents congrès. Différents congrès. Oui. Il est possible de rendre ça dynamique, de rendre ça ou d'amener ça à un autre niveau avec ce qu'on fait puis l'expertise qu'on a. Oui. Donc, voilà, tout ce qui est, je dirais, captation, oui, mais plus dans un cadre événementiel avec l'interaction, du dynamisme, différents angles de vue et tout. Donc, c'est un peu les 4 services. Il y a des déclinaisons de ça, évidemment, mais c'est ce qu'on présente comme nos services à Escouade du Média. Tout le monde est un leader. Dans la perspective que tout le monde est un leader. Je suis fier de porter le T-shirt aujourd'hui. Il est beau ton T-shirt. on a créé ce T-shirt-là, entre autres, puis on l'a lancé à Escouade en direct, notre journée, le 19 septembre, qu'on a présenté toute la journée. Je le porte avec fierté aujourd'hui. C'est une invitation, ce T-shirt-là, à modeler à sa façon, dans le fond, ce qu'il représente, qui est, dans le fond, tout le monde a la possibilité d'avoir un impact positif sur son propre développement et sur le développement des gens qu'il ou elle côtoie. Puis, Escouade du Média s'inscrit un peu dans cette démarche-là où on se dit, nous, dans ce qu'on est capable d'offrir, on veut offrir ça aussi au système de l'éducation et à l'extérieur du système de l'éducation. L'apprentissage en ligne peut être une expérience super riche et stimulante.
il n'y a rien qui bat en personne, mais l'en C'est ligne sûr. est rendu super proche. Puis, il y a des avantages que l'en personne n'a pas, comme la synchrone, la possibilité d'y retourner, Ouais. de revisionner certaines choses. Puis tout ça dans le but de transformer l'éducation, puis ce qui est Exactement. possible. Tu sais, c'est dans le but de contribuer à notre façon. Donc, Puis, tu sais, on s'est posé la question quand on a fondé Escouade du Média. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui ne sont pas du tout en éducation, ouais, mais nos valeurs de base Ah. chez Escouade Edu et chez Escouade du Média sont les mêmes valeurs de base qui est transformer l'apprentissage absolument. en ligne ou en personne et en personne. Il y a un et ou, là, mais Ouais. c'est vraiment, on essaie de saisir les opportunités qui se présentent à nous Oui, pour amener l'apprentissage à un autre niveau. C'est ça qu'on essaie de faire. absolument. Puis, on s'amuse des fois. Ah, on a du fun. On a du fun un peu. Ça sera peut-être le temps de parler de ta vision du leadership Ouais. à travers tout ça. Tu sais, je veux dire, tu as du vécu en éducation, pas en éducation, présentement comme entrepreneur, avec Mhm. ce qu'on est en train de faire depuis 4 ans ensemble. Ouais. C'est quoi le leadership pour toi? En Ben, tes mots? Le leadership, tu sais, notre définition, je vais dire classique de la manière qu'on présente le leadership, tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est quelqu'un qui a une posture de leader, amène les gens ailleurs. Mhm. C'est la capacité d'influencer positivement les gens autour de nous. Mhm. Je vais ajouter un élément à ça. L'élément, c'est, je vais dire, le leadership, c'est très personnel. Ouais. Dans les deux sens. Oui. Dans le sens où, moi, pour être un leader, je dois me développer, je dois développer ma personne, je dois travailler sur moi, adopter une ouverture d'esprit, une posture pour amener les gens à se développer. Oui, mais c'est très personnel. Il faut que tu t'amènes toi-même quelque part. Exactement. T'sais, Il faut que j'aie une vision par rapport à moi-même. Ouais, tu t'en vas où, tu sais? Ouais. Mais les actions que je vais poser en présence des autres personnes, elles ne seront pas toujours reçues de la même façon selon la personne. Donc, quand je dis que le leadership, c'est personnel à ce niveau-là, c'est que même si on pense qu'on a la plus belle vision du monde, la communication de cette vision-là, elle va dans les deux sens. Mm. Tu as beau dire les meilleurs mots du monde, mais si ça ne reçoit pas à l'autre bout, tu peux jamais comme exprimer ton leadership envers cette personne-là si la personne n'est pas... Ça passe par l'autre. Là. Ça passe par l'autre. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un aspect très personnel, il y a un Ouais. aspect très intuitif au leadership, OK. où est-ce que tu dois, en tout cas, moi, c'est de même, je le perçois, je dois m'adapter toujours en fonction de l'autre. Puis vraiment partir de l'autre pour exercer ce leadership-là, parce que j'ai beau avoir les meilleures idées du monde, si ça passe pas, ça va pas bien. Le mot qui me vient à l'esprit en t'écoutant, c'est le mot relationnel. Ouais. Leadership, c'est relationnel. La relation avec l'autre, la relation avec moi-même, la dynamique qui est là, l'intuition. Ouais. C'est fantastique. Un bon leader, je pense qu'une des qualités d'un bon leader va être en mesure d'avoir une vision et de communiquer de façon efficiente cette vision-là Ouais. à plusieurs types de récepteurs, Mhm. si je peux me permettre. Ouais. L'expression voulant dire, on est capable d'ajuster le message en fonction du public cible. Ouais. Puis le public cible, c'est chaque individu qu'on a devant nous. Absolument. Puis ça c'est une des qualités C'est le défi. que je vois d'un bon leader. C'est le défi et l'art du leadership. Là. Ouais. Communiquer efficacement pour que ce soit reçu. C'est pas parce qu'on l'a dit que c'est reçu et intégré. Vraiment pas. Je Absolument. pense à plein d'histoires que je pourrais raconter, mais voilà. Si on se permettait peut-être à ce point-ci, pour permettre encore à nos auditeurs de mieux apprendre à te connaître aussi, Mhm. à ton vécu, on a commencé à en parler un petit peu de ton parcours, mais si on y allait avec une petite rafale, une petite approche différente, Vas-y. es-tu ouvert à ça? On go. se donne un petit 5 minutes. La consigne est très claire ou très simple. C'est je te présente un mot, puis tu me dis les idées qui te viennent à l'esprit. Puis l'idée, c'est qu'on défile quelques mots dans ce sens-là. Puis moi, mon rôle est très difficile, c'est de ne pas t'interrompre. OK. Parce que je suis certain que tu vas me donner des idées. Je sais pas si tu me les as donné les mots, mais je les ai pas eus avant. Fait que go! As-tu peur? Non. On va commencer avec un facile. Ton café, 1 ou 2 laits, dépendamment. dépendamment. Tim Hortons, Starbucks ou autre? Starbucks, Starbucks, Pike Place. Pike Place. Excellent. Élève en difficulté. Possibilité de grandir. Wow. Bien-être. Prise de conscience
envers soi et les autres. Wow. Collègue. Relation sous-estimée. Prise de risque, au pluriel. Mon quotidien. C'est super important de prendre des risques calculés, mais go, on a juste une vie à vivre. Technologie d'aide. Mal perçu par les gens de façon générale, ce n'est pas une béquille, c'est un outil pédagogique puissant. Coaching. Possibilité d'amener les gens à un autre niveau comme aucune autre méthode peut le faire. Internet. Ouverture sur le monde, remplie d'opportunités et de défis. 30 ans après la création de cette bidule, on explore encore un tellement petit pourcentage. L'autre aspect, je pourrais dire, faut se faire confiance. Les cellulaires, qui sont, dans le fond, un point d'accès à ça. Nouvelles normes, surtout si on parle d'éducation, je pense qu'il faut dealer avec ça. Je pense qu'il faut amener les jeunes à comprendre comment ça fonctionne. Il faut amener les jeunes à bien l'utiliser. Puis je parlais de mépris tantôt. La dernière chose qu'il faut faire, je crois, c'est mépriser leur utilisation de ces appareils-là. Puis je pourrais en parler très longtemps, puis c'est pas ça le but de ce bout-là, mais c'est un point qui vient me toucher beaucoup, l'utilisation du cellulaire à l'école, ou l'interdiction et tout ce qui va avec. Mais je crois fondamentalement que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas plein de choses, puis il faut leur apprendre. On est des modèles pour eux. On doit leur montrer comment utiliser cette technologie-là. C'est pas parce qu'ils sont nés avec, puis qu'ils sont nés là-dedans, qu'ils savent nécessairement comment les utiliser. C'est big, ce dossier-là. C'est big. On pourrait faire un podcast d'1 heure juste là-dessus. Puis si on faisait une combinaison des deux prochains mots, qui seraient médias sociaux, puis collaboration, qu'est-ce qui te vient en tête? Je suis pas un grand utilisateur des médias sociaux. J'ai mes réticences. Je m'auto-censure beaucoup. Le nombre de fois dans la vie que j'ai écrit quelque chose, puis je l'ai délité parce que je me suis dit, comme j'essaie de penser à tous les gens qui peuvent lire ça, puis comme moi, il faut que je me débarre un peu, là, parce que la vie sur Internet est importante, puis comme cette façon, ce réflexe-là de m'auto-censurer beaucoup sur les médias sociaux, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça, dans le sens comme société. On voit beaucoup de choses négatives, beaucoup de choses positives sur les réseaux sociaux. Mais c'est notre nouvelle réalité, puis on doit juste évoluer dans tout ça. Puis l'autre mot, c'était? Ta prochaine étape, ou sur quel aspect de ta pratique travailles-tu présentement? Parce qu'on travaille beaucoup avec la production vidéo et tout, j'essaie vraiment de parfaire mes connaissances. J'écoute beaucoup J'essaie vraiment de continuer d'apprendre, d'être toujours en apprentissage, puis d'en apprendre le plus possible sur le plus de sujets possible, comme je disais tantôt. Mais là, en ce moment, on fait beaucoup de différentes productions, puis on se fait poser beaucoup de questions sur ce qui est possible, des fois dans des conditions restreintes, avec des ressources restreintes. Donc, l'innovation dans ce qu'on fait est vraiment importante actuellement. Fait que, on est en mode solution continuellement, mais mes étapes actuelles, c'est d'aller chercher vraiment beaucoup d'informations et de l'analyser et de la mettre en place et en valeur pour qu'on puisse offrir les meilleurs services possibles et aider le plus de gens possible dans ce qu'on fait. C'est extraordinaire. Merci pour cette rafale. Je sens que les gens, à travers ça, tu nous en donnes beaucoup en peu de temps. C'est vraiment agréable de te rencontrer aujourd'hui. Même moi, dans notre discussion, je sens que j'ai appris à mieux te connaître, puis tu sais, d'où tu viens, puis
j'essaie toujours de comprendre, notre collaboration, notre complicité, ça vient d'où, puis wow, c'est de toute beauté. Si on fait un petit zoom out, Ouais. on parle de l'éducation, il y a des tendances. Tu parlais de trajectoire tantôt. Mm-hmm. On peut décider, ma trajectoire, c'est plus par là que je vais aller, c'est par là. Ouais. Depuis 10-15 ans, on parle d'un virage en éducation. C'est un virage au numérique. Ouais. Je pense que dans la majorité des endroits, l'accès au numérique est de plus en plus chose acquise. Il y a de l'électricité dans nos classes. On ne se pose pas la question. Puis, comment tu aimes ça, enseigner avec de l'électricité? C'est une question qui ne se pose plus. Je pense qu'on n'est pas loin du moment où on va se dire on ne se posera pas la question, t'enseignes-tu avec la technologie? C'est comme ça fait partie de nos classes, de nos locaux, un petit peu. On peut toujours être mieux équipé. Là. L'idéal n'existe pas, mais on a de l'électricité puis il y a de la techno dans nos écoles. Ouais. Comment tu vois l'éducation dans les 10 prochaines années? Parce que tu disais que l'importance de l'humain, des relations, le leadership, le coaching, mais toi, tu vois ça, si on avait des priorités ou des visées spécifiques là, dans les 10 prochaines années, comment tu vois ça évoluer? Wow, quelle question. Ouais. Question non googlable. Ouais. Je pense qu'il y a déjà un beau changement par rapport à la perception que les enseignants ont de leurs élèves. La relation avec le savoir n'est plus la même depuis quelques années. En Ontario, on utilise Google depuis 2013. Au Québec, c'est un peu plus nouveau, cette approche-là de collaboration et d'utiliser les plateformes numériques. Chaque système a sa façon d'évoluer. Mais ce que je remarque de façon générale, c'est que les gens commencent vraiment à voir le numérique simplement comme un outil de plus. Puis je pense qu'on va y arriver à vraiment focusser sur les noms sur la liste de classe, puis vraiment ramener ça. Ce que j'aime du numérique, puis ce qui va continuer à s'améliorer avec le temps, c'est que ça va nous permettre, tu sais, on parle beaucoup des élèves en difficulté, les élèves qui ont plus de difficultés d'apprentissage ou qui n'auraient pas les mêmes opportunités que les autres s'il n'y avait pas cette technologie-là. Je pense qu'il va y avoir une espèce de, pas de nivellement, mais un nivellement au niveau des opportunités dans la vie en général. OK. Puis, intéressant ce que tu dis parce que c'était une des grandes préoccupations au début, puis peut-être encore, mais surtout au début de la pandémie, quand tout le monde on devait rester en confinement à domicile, c'était de savoir quels élèves avaient accès à des outils, puis quels élèves avaient accès à Internet, qui est dans le fond, l'outil, c'est un point d'accès. Ouais. Puis là, tu parles de réduire l'écart ou en tout cas offrir le même nombre d'opportunités à tous nos élèves. Je trouve ça intéressant comme perspective. Je pense qu'on va pouvoir se rendre là bientôt. C'est pas encore le cas dans tous les milieux, mais je pense que la technologie va vraiment nous aider à ce niveau-là. Il faut mettre les efforts dans cette trajectoire-là ou dans cette direction-là pour y arriver, mais je pense que c'est possible. Une belle question. Comment donner accès aux mêmes opportunités, mais à tous nos élèves, ou en tout cas à des opportunités équivalentes? Belle question. Si tu pouvais changer une chose en éducation, tu as une baguette magique, là. Ouais. Qu'est-ce que ce serait d'un point de vue systémique, là? OK. Je me pose la question, je vois-tu là? T'as le droit, c'est le droit, je te pose la question, puis c'est de ma faute. Si tu pouvais changer une chose, ce serait quoi? Moi, comme prof, je trouve que ce qui m'a aidé le plus dans la vie, c'est d'avoir eu des expériences de vie autres que juste l'école. OK. Un prof classique, standard, qui suit le programme naturel, sort du secondaire, va au Québec, va au cégep ou en Ontario, va directement à l'université, sort de l'université, revient dans une école. Puis il n'y a pas eu d'exposition à ce qui se passe à l'extérieur du monde scolaire. Bien, pas planifié par le système. Pas planifié, s'il y en a, c'est de son propre gré. Oui, on s'entend. Il y a plein de monde qui font plein de choses à l'extérieur de l'école. Mais toi, tu parles d'un point de vue systémique. Oui, d'un point de vue apprentissage clair. Ouais. Ou programmé ou systémique, comme tu le dis. C'est ça le bon mot. Ouais.
Cela dit, ce que je remarque, c'est que plus on vit des expériences différentes, plus on est exposé à des contextes différents dans la vie, plus nos stratégies puis notre baluchon pédagogique se remplit et plus on est en mesure de s'adapter aux différentes personnes qu'on a devant nous. Mm-hmm. Parce que les jeunes qu'on a dans nos classes, là, il y en a beaucoup, en tout cas dans les classes que moi j'ai eues, il y en a beaucoup qui, leurs parents sont pas allés à l'école, puis ils vivent, ils sont poqués, ils ont de la misère, puis notre compréhension des fois, notre compréhension de leur réalité, si on n'a jamais rien connu de tout ça, c'est très difficile de s'adapter. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas comment ça pourrait se faire. J'ai aucune idée comme ça clairement au niveau systémique, mais je pense que d'avoir un peu une ouverture sur le monde extérieur, sur la, je vais dire des gros guillemets gras, OK? La vraie vie, pas la vie d'école, la vie à l'extérieur du contexte scolaire. Je pense que si les profs pouvaient être exposés un peu plus à certains aspects, je pense que ça pourrait juste tous nous aider comme collectivité à amener les jeunes à se développer mieux, plus facilement, à avoir des meilleures relations avec eux. Ça, c'est une baguette magique, là. Comme, Changer une chose, ce serait de permettre que tous les acteurs en éducation aient la chance de vivre des expériences riches, mais en dehors du contexte de l'éducation, puis peut-être d'être accompagnés à faire des liens sur comment on le réinvestit, parce que dans le fond, pour que ça marche, ça prend le pont entre comment je me sers de ce qui n'est pas en éducation, puis comment je le réinvestis là. Ouais. Donc, vraiment un point de vue intéressant. C'est un drôle de commentaire, mais c'est ce qui me vient à l'esprit pour répondre à ta question. Ben, c'est une très belle perspective. On n'est pas dans le comment on fait ça, on parle de juste la possibilité, imaginer si ça, c'était possible. Je le répète, mais je te dis ça parce que moi, dans mon cas personnel, ça m'aide à tous les jours à travailler avec des gens en éducation. Absolument, absolument. Ça élargit la perspective, c'est certain. On pourrait peut-être parler de DP continu dans différents contextes, de voir sa carrière à un sens plus large. Si j'avais, pour répondre à cette question-là, je me permets un commentaire ou quelque chose de baguette magique qui est plus réalisable, OK? OK. Si les profs voyaient leur développement continu comme étant du développement pour eux et pas je le fais pour l'école ou je le fais pour ma direction ou je le fais pour le système. Quand tu te développes pour toi, en ayant l'intention de toi devenir meilleur, premièrement, ta posture change. Deuxièmement, ta vision de ce que tu reçois change. Puis ça fait juste... Ça apporte juste du mieux. Puis on n'est pas obligé de tout garder de ce qu'on reçoit du développement professionnel. Non. Mais si chaque enseignant puis chaque personne impliquée dans le monde de l'éducation pouvait voir son développement professionnel comme étant du développement personnel, puis voir ça comme dit « Hey, c'est bon pour moi, je le fais pas juste pour le système ». Si cette approche-là était utilisée, je pense qu'on irait beaucoup plus loin avec ce qu'on a. Absolument. Hey, écoute, parce que dans le fond, si ce que je reçois comme développement professionnel m'aide, la première personne à profiter de ça, c'est moi. Ben oui. Parce que ma réalité s'améliore. Tu sais, je m'améliore, tout ce qui se passe autour de moi s'améliore. Exactement. Je suis le premier gagnant, c'est moi. Ensuite de ça, mes élèves ou, selon mon rôle, les membres de mon personnel ou autres. Ouais. Donc, je me développe pour moi. Puis parce que je suis meilleur, les autres s'améliorent par après. C'est presque une définition du leadership. Presque. Stéphane Hunter, en conclusion, merci tellement d'avoir accepté de te prêter à cet épisode de podcast. Qu'est-ce qu'on te souhaite cette année ou dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'on souhaite à Stéphane Hunter cette année ou dans les prochains mois? Wow! Qu'est-ce qu'on me souhaite? De pouvoir continuer d'exercer mes deux passions communes actuelles, qui est la pédagogie et la technologie. Les gens, on fait ce qu'on fait parce que les gens nous font confiance, puis on fait ce qu'on fait, puis on a la chance de faire ce qu'on fait parce que les gens, en quelque part, on a une petite entreprise, les gens nous engagent, puis ils nous font confiance. Je pense que ce qu'on me souhaite, c'est de pouvoir continuer d'avoir la chance de faire ça, de continuer à exercer ces deux passions-là, qui je pense, tu sais, on dit des fois être sur son X, là. Ouais. Je pense que je suis pas mal proche de mon X professionnel, en tout cas.
dans ce que je fais présentement. Donc, C'est fantastique, ça se sent, ça se perçoit. Puis c'est un plaisir d'avoir la chance de vivre ça avec toi. Merci pour le podcast d'aujourd'hui. Il y en aura d'autres à venir. On aura la chance de se rasseoir et d'explorer peut-être plus en détail certains des thèmes qu'on a abordés aujourd'hui parce qu'on a plusieurs conversations qu'on pourrait avoir. Oui, définitivement. Mais c'est à suivre. Ouais, merci beaucoup de l'invitation. Puis merci à tout le monde de nous écouter puis de nous suivre dans nos folies. C'était Stéphane Hunter. À tout le monde est un leader. Merci. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.